Mes chers amis, l'industrie en effet française se porte mal et c'est dû en grande partie, à l'œuvre de l'Union européenne qui vit sur un mirage, qui veut construire un peuple européen qui n'existe que dans l'esprit des fonctionnaires de la Commission de Bruxelles et qui donc n'a de cesse que de briser finalement notre industrie nationale. Et, en ce qui concerne les travailleurs détachés, c'est effectivement emblématique de cette volonté de briser notre souveraineté. Cette directive de 1996 permet à nos entreprises françaises de recruter des travailleurs européens auxquels on va donner en théorie les mêmes salaires qu'en France, mais en revanche, on va payer les charges sociales de leur pays d'origine. Et ce seul fait suffit à vous montrer qu'il y a intérêt pour nos entreprises à recruter des travailleurs étrangers plutôt que des travailleurs français, puisqu'il y a une différence de paiement de charges sociales considérable qui fait que ce sont des travailleurs bon marché. Et vous voyez, nous, on nous attaque souvent quand nous prenons une préférence, une priorité nationale, qui me semble tout à fait naturelle, puisque le lien de nationalité, c'est un lien de solidarité entre habitants d'un pays. Et eux, ils font l'inverse, ils créent une sorte de priorité étrangère qui est tout à fait incroyable, stupéfiante. Et cela frappe effectivement beaucoup de domaines, et notamment le domaine industriel, le domaine des chantiers navals. Et j'en veux pour preuve que ce matin, et c'est tout à fait vrai, je n'ai pas inventé l'histoire pour elle paraît incroyable, j'avais un peu de mal à trouver la rue de Trignac. Je m'arrête, je demande à deux jeunes hommes qui passaient la rue de Trignac, qui disent « Désolé monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites, nous sommes polonais. » C'était des travailleurs détachés. C'est toute évidence. Alors, comme Gauthier l'a dit, on n'en veut pas à ces personnes personnellement. Elles profitent d'un système, bon, tant mieux pour elles, mais moi j'en veux à l'Union européenne qui a mis en place cette directive, et en voyant ces deux personnes m'expliquer qu'elles ne pouvaient pas du tout m'aider, je pensais que s'il n'y avait pas eu la directive de 96, eh bien j'aurais devant moi deux travailleurs français. Voilà, qui auraient les emplois qu'occupent maintenant ces deux personnes. C'est une directive vraiment catastrophique. Nous avons insisté là-dessus, notamment pendant la campagne européenne. La consigne que Marine Le Pen nous avait donnée, c'était d'insister particulièrement sur cette directive. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, les Français n'en avaient pas entendu beaucoup parler encore. Et c'est à l'occasion de la campagne des Européennes qu'on a tous ressassé ça constamment. Et aujourd'hui, les Français savent que ça existe. On a marqué des points. Les opinions publiques sont tellement inquiétées de ce genre de directive que l'Union européenne, fin 2014, a dû en catastrophe voter une directive pour soi-disant changer le système de la directive détachement. Sauf qu'en réalité, évidemment, c'est un leurre. Ces gens-là ne veulent pas changer ce système, puisque, je le répète, c'est fait volontairement. Eux, ils veulent créer un grand marché européen, ils veulent remplacer les nations par un peuple européen qui n'existe que dans leur esprit, dont personne ne veut, à dire. Personne n'en veut. Et donc, nous en sommes là, mais le bon côté de cette histoire, c'est qu'on les a contraints quand même à voter un texte, même si c'est un leurre, à voter un texte pour essayer de se justifier, de se défendre. Et à d'autres moments, nous arrivons à gagner à l'Union européenne, il faut le savoir. Je m'éloigne un instant du problème de l'industrie, mais peut-être pas tant que ça. Vous savez que le grand projet à l'heure actuelle qui est débattu par l'Union européenne, c'est le projet de traité transatlantique. Si ce projet est voté, tous les produits américains pourront entrer chez nous sans droit de douane. Donc ça va ruiner notre agriculture, ça c'est facile à comprendre, bien sûr, mais ça va certainement pas arranger non plus notre industrie. Ça va créer une concurrence considérable. On va aussi aligner les normes sanitaires, environnementales, etc. sur les normes américaines. Ça c'est prévu aussi. On en est sûr maintenant. Il y a un document de janvier 2015 qui vient d'être révélé et qui résume la position des négociateurs, c'est-à-dire des personnes qui négocient en notre nom avec les États-Unis. Et il y a une phrase très inquiétante qui dit ceci: les normes sanitaires et phytosanitaires ne devront pas être un obstacle à la réalisation du grand marché. Vous voyez que c'est très clair. Ça veut dire que tout ce qui est protection sanitaire environnementale, on est prêt, enfin, nos soi-disant négociateurs qui, soi-disant, nous représentent, sont prêts à y renoncer.
Eh bien, les opinions publiques s'inquiètent de cela, car nous avons fait beaucoup de bruit sur ce projet aussi. Et jeudi, il est arrivé quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir dans ma vie politique, c'est que juste avant une réunion très importante qui concernait ce traité, un député vert, pas un Français, hein, pour eux c'est trop dur, mais un député vert étranger est venu me voir, avec des airs de conspirationniste. Il m'a dit, Monsieur Le Breton, je peux vous dire quelque chose avant la séance qui commençait 10 minutes plus tard. Je dis, oui, bien sûr. Il m'a dit, ben voilà, nous avons fait nos comptes, nous sommes, comme vous, nous sommes contre l'arbitrage. Ils ont évolué, hein, parce qu'au début, ils n'étaient pas contre. Mais, oui, ils s'inquiètent. Et donc, nous avons déposé des amendements pour faire sauter l'arbitrage, mais on vient de faire nos comptes. Il nous manque une voix, et vous, au Front National, dans cette commission, vous êtes 2, puisqu'il y avait moi et une de mes camarades. Donc, ils m'ont dit carrément, si vous votez avec nous, vous faites sauter l'arbitrage, c'est à vous de décider. Alors évidemment, c'est ce qu'on a fait. C'est l'intérêt du peuple français. Donc on a, pour une fois, mélangé nos voix à celles des Verts. C'est assez incroyable. C'est vrai que j'hésite un peu à l'avouer. Mais tu vois, il faut être pragmatique. Nous, on était partis. Je vous avoue que moi et Marie-Christine Boutonnet, ma camarade, on était entrés dans cette salle en se disant on va voter contre tout, par principe, parce que de toute façon, on n'a aucune chance. Parce qu'en théorie, sur les 25, on n'est que 3 souverainistes et 22 fédéralistes. La 3e souverainiste étant une fidèle de Farage, le britannique. Donc on n'avait aucune chance. Et évidemment, avec cette information, on s'est dit, ben, au moins on va voter ces amendements-là. Si on peut faire sauter l'arbitrage, c'est déjà ça. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché. Alors évidemment, personne ne le dit parce que c'est embarrassant pour l'Union européenne. On va dénoncer la collusion. Alors, curieusement, nous, on était assez contents. On a éclaté de rire quand on a vu que c'était torpillé grâce à nos voix. Mais les Verts, si vous voulez, étaient dans un état d'esprit plus mitigé. Et ils regardaient un peu leurs chaussures quand même, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire attaquer. Et ils ont mélangé leurs voix avec les nôtres. C'est excellent. Et alors, le monsieur allemand, qui est un fédéraliste, qui s'appelle Voss, qui avait donné son nom au projet de texte, parce que c'est toujours comme ça chez nous, hein, quelqu'un qui prend la responsabilité du projet de texte et qui donne son nom au texte. Il a levé la main à la fin, il est très embarrassé, il dit « S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait enlever mon nom de mon texte ?» Et là, j'ai éclaté de rire, c'est-à-dire qu'il reconnaissait tellement plus son texte, parce qu'on avait enlevé l'arbitrage auquel il était temps, qu'il voulait enlever son nom, il avait honte de son texte. Alors là, je me suis retourné vers Marie-Christine Boutonnet, j'ai dit ben là, c'est la preuve qu'on a gagné. On a bien fait. Et donc, vous voyez, on arrive à... Alors évidemment, c'est pas fini, hein, c'est qu'un vote en commission. On peut penser que les pro-européens, les fédéralistes vont essayer de revenir encore à la charge, d'essayer de revenir par la fenêtre, mais ça va être très difficile maintenant, parce que ça fait plusieurs fois que cet arbitrage, qui est devenu très impopulaire, passe à la trappe. La fois d'avant, ils avaient fait venir 6 experts, choisis par la Commission de Bruxelles, pour nous expliquer que c'était excellent. Croyait-il. Sauf que les experts, c'est des professeurs d'université, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, et bien qu'étant pro-européens, bien qu'étant fédéralistes, il y en a 4 sur 6 qui nous ont dit que c'était un mauvais projet. Et donc, déjà, on sentait que c'était mal parti, ça sentait un peu le pâté, et là, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer, on arrive à avoir des victoires, ça en est la preuve. Alors, sur l'affaire qui nous préoccupe ici, particulièrement à Saint-Nazaire, des bateaux russes, sachez que moi j'ai vécu ça de l'intérieur aussi. Hein. Lorsque les premiers problèmes ont commencé à éclater en Ukraine, tout de suite le Parlement européen en a débattu. Et à ce moment-là, la position du Front National était très simple, et c'était notre position officielle. On a fait une conférence de presse très vite pour le dire. C'était qu'il fallait négocier avec la Russie. Il fallait que l'Union européenne joue un rôle de médiateur entre d'une part l'Ukraine et les États-Unis, puisque les États-Unis très vite ont été des va-t-en-guerre, et d'autre part la Russie. Et au lieu de nous écouter, ce sont les Allemands, les Polonais qui tiennent la commission des affaires étrangères et qui sont violemment hostiles en fait à la Russie, qui ont joué les va-t-en-guerre et qui ont emmené l'Union européenne derrière les États-Unis. Ce qui fait qu'au lieu d'empêcher la guerre d'éclater finalement, eh bien on l'a laissé s'éclater, s'aggraver, et l'Union européenne a véritablement joué le rôle d'un va-t-en-guerre. Hein. Sachez que le président de la Commission des Affaires étrangères est un gros Allemand, vous savez, mais alors très caricatural, hein, qui s'appelle M. Brock. Alors, M. Brock, c'est vraiment très massif, il n'a aucune subtilité cet homme-là.
Et Brok tient les discours, mais si vous l'entendiez, mais si on écoutait Brok, il nous emmènerait faire la guerre directement contre la Russie. Ce type est complètement irresponsable. C'est le président de la commission des affaires étrangères du Parlement. Donc c'est extrêmement grave. Brok est irresponsable. Et il a joué un rôle très néfaste dans ce qui est arrivé, c'est-à-dire dans cette guerre qui a éclaté. On aurait pu l'éviter, je le pense. Alors maintenant, évidemment, pour se dédouaner, l'Union européenne accuse Poutine d'être un monstre, etc. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. On aurait pu éviter tous ces problèmes en réalité. Il faut le savoir. Enfin bref, toujours est-il qu'on a joué les va-t-en guerre, qu'on a préféré menacer la Russie comme si ça avait quelque chance de marcher. Le résultat, vous le savez bien, c'est que là, puisqu'on a décidé l'embargo sur la Russie, c'est que la Russie a pris des contre-mesures, ce qui est toujours le cas dans les relations internationales, qu'on en souffre beaucoup. Nos éleveurs de porc, notamment en Bretagne, m'en parlaient. Pour eux, l'une des raisons pour lesquelles ils sont en train d'être dans de très très grandes difficultés, c'est l'embargo russe, puisque les Russes ne prennent plus notre porc par mesure de rétorsion, c'est tout ce qu'on a gagné. Et les bateaux qu'on ne livre pas, c'est une folie à plusieurs égards. Enfin, et beaucoup de gens de toute tendance politique qui ont les pieds sur terre le reconnaissent d'ailleurs, parce que, ça va nous coûter très cher, il y a des pénalités qu'on va être obligé de payer si on ne les livre pas très vite, sans compter, alors on va prendre que les frais de maintenance, c'est 400 000 € par mois, rien que ça. Donc c'est de l'argent qui est gâché alors qu'on est en crise. 2, on va mécontenter la Russie, et c'est dommage parce que c'est un grand pays avec lequel on a tout intérêt à s'entendre, sans compter que c'est un pays qui aurait pu nous passer de nouvelles commandes aussi, pour Saint-Nazaire. Et là, à mon avis, c'est cuit maintenant. Et puis, 3, ça ruine totalement la crédibilité de l'image de la France en tant que producteur d'armement. Comment voulez-vous que des pays viennent nous commander des bateaux de guerre, sachant maintenant qu'au moindre incident international, on ne tiendra pas notre parole? Alors qu'il y a d'autres pays qui sont sur les rangs, comme la Corée par exemple, et ce sont des pays qui eux tiennent toujours leur parole. Donc vous voyez, c'est très très grave. François Hollande est complètement irresponsable. L'Union européenne a joué un rôle très néfaste aussi. Et en définitive, la preuve que nous avions raison de préconiser une négociation, c'est que sur le tard, Madame Merkel et François Hollande finalement ont été voir Poutine pour négocier avec lui, ce que nous demandions depuis le début. Ils ont obtenu, mais c'était déjà un peu tard, les accords de Minsk II qui permettent d'arrêter globalement la guerre, mais malheureusement pour nous le mal est fait. Pour nous c'est trop tard. Et là encore, au Parlement, si on nous avait écoutés, on a fait une conférence de presse, nous avons été le seul groupe à le faire pour se démarquer de la position officielle de l'Union qui était en train de dérailler. On nous a traités par le mépris à ce moment-là. On nous a accusés d'être payés par Poutine pour dire ce que nous avions à dire, alors qu'évidemment c'est pas le cas. Poutine ne nous a pas donné un centime, il ne faut pas croire les rumeurs folles qui sont propagées. Et donc voilà, c'était une belle occasion de manquer, et c'est bien la preuve que l'Union européenne, non seulement elle détruit nos emplois, mais même lorsqu'elle a l'occasion de faire œuvre utile, eh bien, elle laisse passer le train. Et donc il n'y a vraiment rien à attendre de cette organisation-là. Nous en avons tous vraiment la conviction. On l'avait déjà avant d'y siéger, mais depuis qu'on y siège, je peux vous dire qu'on est renforcé dans nos convictions. On ne s'en sortira pas tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté. Bien sûr. Et heureusement, je crois que le peuple français commence à le comprendre de plus en plus. C'est la raison pour laquelle nous montons à chaque élection. Et je suis très très confiant. Vous allez voir qu'au régional, on va faire des très gros scores. On va sûrement emporter déjà certaines régions. Et ça sera une belle répétition générale avant les présidentielles. Parce que notre objectif à tous, c'est de gagner les présidentielles. Il n'y a que comme ça qu'on sauvera notre pays. C'est sûr. Donc c'est le message d'espoir que je voulais vous donner aujourd'hui. On pourrait remercier Serge, Nini et Alice qui prennent aujourd'hui sur leur dimanche pour nous faire plaisir. Alors applaudissez.